La gifle a retenti à travers le réfectoire de l'église avant même que je ne comprenne que ma mère avait levé la main. Une seconde plus tôt, ma fille de 12 ans, Élise, faisait glisser sa chaussette de Noël rouge sur la table vers Nia, la petite fille de 9 ans que j'allais adopter d'ici quelques semaines. La seconde suivante, le visage d'Élise était projeté sur le côté. « C'est ma sœur », avait dit Élise. « Elle fait partie de la famille. » Ma mère s'est penchée par-dessus la table. Même de là où je me tenais, l'odeur de menthe poivrée de son haleine tranchait avec les effluves de jambon et de cannelle. Les enfants placés ne sont pas de la famille. Ne me tiens pas tête. Personne n'a bougé. Ni le pasteur, debout près de la table des desserts. Ni les femmes qui avaient passé toute l'après-midi à nouer des rubans dorés autour de cadeaux destinés à des enfants qu'elles n'avaient jamais rencontrés. Ni aucun des proches qui avaient regardé ma mère distribuer une chaussette à chaque petit enfant biologique, laissant Nia fixer un couvert vide. Puis, Élise a baissé les yeux et a murmuré quelque chose qui m'a effrayé bien plus que la gifle. « Je suis désolée, grand-mère. Je ne te ferai plus honte. » Elle n'avait pas l'air choquée. Elle avait l'air de réciter une leçon. 3 semaines plus tard, ma mère était assise de l'autre côté d'un tribunal. Elle insistait sur le fait que ce n'était qu'une erreur, un moment d'égarement, l'acte d'une enfant ingrate transformant un désaccord familial en spectacle public. Son avocat a parlé pour elle, j'ai parlé pour mes filles, et les membres de l'église ont expliqué ce qu'ils pensaient avoir vu. Tout le monde avait sa propre interprétation de ce que ressentait Élise. La juge a finalement levé une main, et le tribunal a plongé dans le silence. Elle a regardé directement ma fille. « Depuis 3 semaines, des adultes m'expliquent ce que tu voulais dire, ce que tu as ressenti et ce que tu souhaitais. » Les doigts d'Élise se sont resserrés sur le bord de sa chaise. La juge s'est penchée en avant. « Maintenant, tout le monde va t'écouter. Avant de vous ramener au matin où tout cela a commencé, dites-moi depuis où vous m'écoutez. Restez avec moi pour entendre ce qu'Élise avait trop peur de dire, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de notre histoire. » Le matin du 18 décembre, Nia se tenait devant le réfrigérateur, avec une seule chaussette, l'autre pied nu fermement posé sur le carrelage froid de la cuisine. Elle étudiait le calendrier papier comme si les cases risquaient de se réorganiser si elle détournait le regard. « Après l'adoption, est-ce que je suis obligée de m'appeler Nia Holloway tout de suite ?» a-t-elle demandé. C'était la 4e fois de la semaine qu'elle posait la question. J'ai posé les boîtes repas que j'empilais pour le travail et je les rejointe près du réfrigérateur. Le 12 janvier était entouré en bleu. C'était la date à laquelle le tribunal devait rendre permanent ce qui semblait déjà vrai dans notre foyer depuis longtemps. « C'est toi qui décides, lui ai-je dit. Nous parlerons du nom qui te convient le mieux. Personne ne va te faire de surprise. » Depuis le couloir, Élise a gémi, elle a déjà demandé ça hier. « Tu as corrigé mon calendrier hier. C'est toi qui as déplacé mon jour de bibliothèque, a rétorqué Nia. Parce que tu l'as écrit dans la mauvaise case avec mon stylo. Il était sur la table, c'était mon bon stylo. » Leur dispute avait la vivacité ordinaire de sœurs qui savaient qu'elles prendraient encore leur petit déjeuner ensemble 5 minutes plus tard. Nia vivait avec nous depuis 19 mois. Elle et Élise pouvaient se disputer pour un stylo, partager une couverture pendant un film, puis être de nouveau furieuses avant même la fin du générique. J'avais arrêté de mesurer la force de leur lien au fait qu'elles s'entendent bien à chaque instant. Élise est apparue dans la cuisine, portant une pince à cheveux dorés et en tenant une autre entre ses doigts. « Tourne-toi », a-t-elle dit à Nia. Nia a obéi avec une méfiance exagérée. Élise a rassemblé une mèche rebelle de ses cheveux et a fixé la 2e pince à côté de la première. Voilà, maintenant elles sont assorties. J'aurais pu le faire, mais tu ne l'as pas fait, a répondu Nia. Elle a vérifié son reflet dans la vitre sombre du micro-ondes, puis a souri malgré elle. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Le message venait de ma mère, amène Élise en avance. La famille a besoin d'aide pour l'installation. Il n'y avait aucune mention de Nia. Je l'ai lu 2 fois, ressentant ce même petit malaise que je m'étais entraîné à ignorer depuis des années. Vera aimait que les traditions soient organisées exactement comme dans ses souvenirs. Élise l'aidait à placer les couverts lors des dîners de l'église depuis qu'elle avait 6 ans, Nia, elle, était plus novice face à ces rituels. Je me suis dit que ma mère s'adaptait lentement, que certaines personnes avaient simplement besoin de temps. Nous sommes arrivés toutes les 3 ensemble à la salle paroissiale de l'église, juste avant 17 h. Je n'avais pas amené Élise en avance. La pièce sentait le jambon glacé, le café, la cannelle,
les bougies et les guirlandes de pain accrochées aux fenêtres. Vera dirigeait 2 bénévoles près des tables de service. Quand elle a vu Élise, son visage s'est adouci. Elle a ouvert les bras et a serré ma fille contre elle pendant plusieurs secondes. Voilà ma grande fille. Puis, elle a regardé Nia. Sa main a effleuré l'épaule de Nia avec tant de légèreté que cela ressemblait moins à de l'affection qu'à une simple prise de conscience de sa présence. « Tu es bien habillée » a-t-elle dit. Nia l'a remerciée et est restée près de moi. Le long du mur du fond, des chaussettes rouges avaient été disposées sur une longue table à cadeaux. Chacune portait le prénom d'un enfant écrit en peinture dorée, Élise, Owen, Clara, Miles. Chaque petit enfant et petit-neveu biologique en avait une. Le nom de Nia n'était nulle part. Une bénévole, Madame Donnelly, les a comptés, a froncé les sourcils, puis a regardé ma mère. « Vera, est-ce qu'il ne nous en manque pas une ?» Ma mère n'a même pas jeté un œil à la table. « Non, le compte est bon. » J'aurais dû m'opposer à elle à cet instant. Au lieu de cela, je me suis convaincu que l'église avait peut-être prévu un cadeau séparé pour Nia, puisqu'elle était encore officiellement placée en famille d'accueil. Je me suis dit que je poserais la question après le dîner, en privé, sans gêner personne. J'ai continué à choisir l'explication qui exigeait le moins de conflits. Pendant le repas, Nia s'est assise entre Élise et moi. Elle a à peine touché à son jambon. Elle a plié sa serviette en papier pour en faire un rectangle étroit, l'a ouverte, puis l'a pliée de nouveau. À l'autre bout de la pièce, les enfants ont commencé à recevoir leurs chaussettes. Ma mère en a tendu une à Owen, puis à Clara, puis à Miles. Elle a posé celle d'Élise devant elle avec un grand sourire, pour ma petite fille. Nia a continué à plier sa serviette. Lorsque Vera est passée à autre chose, laissant l'espace devant Nia vide, ma chaise a raclé le sol. Je me levais déjà. Élise m'a regardé pendant une seconde. J'ai lu de la gêne sur son visage, puis cette expression s'est muée en quelque chose de plus assuré. Elle a posé ses 2 mains sur sa chaussette, l'a fait glisser sur la table, et l'a arrêtée devant Nia. C'est ma sœur. Elle fait partie de la famille. Vera s'est tournée si vite que l'odeur de menthe poivrée de son haleine nous a atteints avant même sa main. La gifle a retenti à travers le réfectoire, projetant le visage d'Élise sur le côté. Mon corps a bougé avant que mon esprit ne réalise. Je me suis interposé entre elles, une main sur l'épaule d'Élise, l'autre tendue vers ma mère. Ne la touche plus jamais. Vera m'a ignoré pour fixer Élise, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Les enfants placés ne sont pas de la famille. Ne me tiens pas tête. La pièce a plongé dans le silence. Le pasteur se tenait près de la table des desserts, un couteau de service à la main. Madame Donnelly s'est couvert la bouche. Les proches qui riaient à table ont soudainement trouvé d'excellentes raisons de fixer leurs assiettes. Je n'ai pas cherché à discuter. J'ai attiré Nia contre moi, pris la main d'Élise et je leur ai dit que nous partions. Alors que je contournais la table, Vera a fait tomber la chaussette rouge de la place de Nia d'un revers de main. Elle a atterri à côté de la chaise d'Élise. Je me suis penché, je l'ai ramassée et je l'ai fourrée dans mon sac en toile sans regarder à l'intérieur. Nous étions presque arrivés aux portes de la salle paroissiale quand Élise a ralenti derrière moi. « Je suis désolée, grand-mère » a-t-elle dit doucement. « Je ne te ferai plus honte. » Je me suis figé, la main sur la porte. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, aucun choc. Elle parlait comme si elle répétait une réplique qu'elle avait assez bien apprise pour ne pas se tromper. J'ai fait monter les 2 filles dans la voiture et j'ai verrouillé les portes. Sous la lumière du parking, la marque rouge sur la joue d'Élise avait déjà commencé à s'assombrir. J'ai tendu la main vers elle, mais elle a tourné son visage vers la vitre. Nia a fixé la marque pendant plusieurs secondes, puis elle m'a regardé. Elle savait quoi dire avant même que je n'ouvre la porte. Je me suis tourné vers Élise, qui refusait de croiser mon regard. J'ai passé le bras au-dessus de la console centrale et j'ai doucement tourné son visage vers la lumière du parking. Une marque rouge en forme de paume s'étalait de sa pommette jusqu'au coin de sa lèvre. Ses yeux étaient secs, mais ses épaules étaient si tendues que cela semblait douloureux. « Est-ce que tu as mal à la mâchoire ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Grand-mère ne voulait pas frapper aussi fort. La réponse m'a frappé plus durement que si elle s'était mise à pleurer. Avant que je ne puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, quelqu'un a tapé à ma vitre. Madame Donnelly se tenait dehors, son manteau enfilé par-dessus son tablier d'église. J'ai baissé la vitre de quelques centimètres seulement.
Ma reine, Vera est bouleversée, a-t-elle dit. Le pasteur lui parle en ce moment. Je t'en prie, ne transforme pas une affaire de famille en affaire de police. Elle a fait une erreur devant tout le monde, n'est-ce pas une punition suffisante? J'ai regardé au-delà d'elle, vers les fenêtres lumineuses de la salle paroissiale. Les gens à l'intérieur avaient regardé ma mère frapper une enfant, et la première personne à m'avoir suivi dehors était venue protéger l'adulte qui avait commis ce geste. Ma fille a une marque sur le visage, ai-je répondu. Je l'emmène se faire examiner. Madame Donnelly a baissé la voix. Pense à ce que cela pourrait faire à ta famille. C'est exactement ce que je fais. J'ai remonté la vitre et j'ai quitté le parking. J'ai appelé Nathan via le haut-parleur de la voiture et je lui ai raconté exactement ce qui s'était passé. Il ne m'a pas interrompu jusqu'à ce que je prononce le mot gifler. Là, sa voix a changé. Où l'emmènes-tu? Aux urgences pédiatriques sur Ardan. Je vous rejoins là-bas. Élise a regardé par la fenêtre pendant tout le trajet. Toutes les quelques minutes, elle touchait le bord de la marque, puis laissait retomber sa main en remarquant que je l'observais. Nia était assise à côté d'elle, mon sac en toile coincé entre ses chaussures, une main posée sur le tissu, comme si elle montait la garde sur ce qu'il contenait. Aucune des deux n'a parlé jusqu'à ce que nous nous arrêtions à un feu rouge. Je peux dormir en bas ce soir, a dit Nia. Élise peut avoir la chambre pour elle toute seule. Élise s'est tournée vers elle. Pourquoi tu ferais ça? Pour que tu n'aies pas à me regarder. Lorsque le feu est passé au vert, avant même que je puisse répondre, j'ai serré le volant. J'ai compris que les deux filles étaient déjà en train de se réorganiser autour de la violence de ma mère, Élise lui trouvait des excuses, et Nia essayait de s'écarter de son chemin. Nathan est arrivé aux urgences avant que nous n'ayons terminé l'enregistrement. Il s'est accroupi devant Élise, a étudié sa joue sans la toucher, et lui a demandé si elle voulait qu'il reste à ses côtés pendant l'examen. Elle a hoché la tête. Puisque nous partagions la garde légale, l'infirmière a vérifié nos informations avec nous deux avant d'emmener Élise. Le médecin a examiné sa mâchoire, vérifié son ouïe et sa vue, et a posé des questions d'une voix calme qui n'induisait pas la réponse. Élise a répété que Vera avait simplement perdu son sang-froid parce qu'elle s'était sentie humiliée. Lorsque le médecin lui a demandé si un adulte l'avait déjà frappée auparavant, les yeux d'Élise se sont dirigés vers moi, puis vers le papier recouvrant la table d'examen. Je ne crois pas que ça compte, a-t-elle dit. Le médecin n'a pas insisté. Elle a documenté la rougeur, pris des photos conformément au protocole de la clinique, et expliqué que la blessure ne semblait pas grave. Ensuite, elle nous a expliqué, à Nathan et à moi, que la clinique était tenue de signaler toute suspicion de maltraitance infantile. Nathan et moi avons signé un accord écrit de non-contact pour le dossier de sortie d'Élise. Jusqu'à ce que les services sociaux et le tribunal examinent ce qui s'était passé, aucun de nous ne permettrait à Vera de voir Élise, ni n'autoriserait un autre parent à l'y emmener. Ce n'était ni un plan de sécurité officiel des services de protection de l'enfance, ni une ordonnance judiciaire, juste une décision entre deux parents exerçant l'autorité conjointe. La main de Nathan a tremblé une fois lorsqu'il a atteint la ligne de signature. J'aurais dû remarquer quelque chose, a-t-il dit doucement, pendant qu'Élise s'habillait derrière le rideau. Moi aussi. C'était tout ce que nous pouvions admettre devant les filles. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Simone Grant, la travailleuse sociale de Nia. Ma peur a changé de nature dès qu'elle a décroché. J'avais passé 19 mois à prouver que mon foyer était suffisamment stable pour que Nia y reste définitivement. À présent, je signalais des actes de violence lors d'un événement familial, moins d'un mois avant l'audience d'adoption. Simone m'a écouté sans offrir de réconfort qu'elle ne pouvait garantir. Vera s'est-elle déjà retrouvée seule avec Nia, a-t-elle demandé. Pas souvent, ai-je répondu. Elle invitait généralement Élise sans elle. À quelle fréquence était-elle seule avec Élise? J'ai ouvert la bouche et j'ai vu défiler une succession de samedis que je n'avais jamais considérés comme dangereux. Vera passait prendre Élise pour aller déjeuner, faire du shopping, décorer l'église, et pour ce qu'elle appelait du temps entre grand-mère et petite-fille. Nia était rarement incluse parce que Vera disait qu'elle avait besoin de plus de temps pour s'adapter. 2 fois par mois, ai-je répondu. Parfois plus. Simone est restée silencieuse assez longtemps pour que j'entende le bruit de son clavier. J'aurai besoin des dates, aussi précisément que vous pourrez vous en souvenir. Le pasteur et le coordinateur de la sécurité des enfants de l'église ont déjà contacté la ligne de signalement concernant ce dont ils ont été témoins ce soir. Vous n'êtes pas la seule source.
Le soulagement est venu en premier, immédiatement suivi par la honte. J'avais eu besoin que d'autres adultes confirment ce que j'avais vu de mes propres yeux. De retour à la maison, Nia s'est dirigée vers les escaliers avec son oreiller. « Tu dors dans ton propre lit ?» lui ai-je dit. Elle a serré l'oreiller contre sa poitrine. Élise a peut-être besoin d'espace. Si Élise veut de l'espace, elle peut le demander. Tu n'as pas à disparaître avant même qu'on ne te le demande. Élise se tenait au bout du couloir, portant toujours les pinces dorées qu'elle avait fixées dans les cheveux de Nia ce matin-là. Je ne veux pas qu'elle dorme en bas. Nia a eu l'air soulagée, mais pas tout à fait convaincue. Elle a suivi Élise dans leur chambre avec les pas prudents de quelqu'un qui pénètre dans un endroit qu'on pourrait encore lui reprendre. Ma mère a appelé 10 minutes plus tard. J'ai laissé le premier appel aller sur le répondeur. Au deuxième, j'ai décroché, car j'avais besoin d'entendre sa version des faits. J'ai réagi trop vivement, a dit Vera. Sa voix portait cette patience prudente qu'elle utilisait lorsqu'elle corrigeait l'erreur de quelqu'un d'autre. Je n'aurais pas dû frapper Élise en public. En public, ai-je demandé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle m'a humilié devant l'église après que j'ai passé des semaines à organiser ce dîner. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a donné une chaussette à sa sœur. Elle m'a défié. Cette phrase s'est installée dans le silence entre nous. J'ai revu l'image d'Élise baissant les yeux avant même que nous n'atteignions la porte. L'as-tu déjà frappé avant, ai-je demandé. Ma mère n'a pas répondu immédiatement. La pause n'était pas assez longue pour être théâtrale, mais assez pour contenir une prise de décision. J'ai corrigé ma petite fille quand c'était nécessaire. J'ai mis fin à l'appel sans me disputer. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas essayé de traduire les paroles de ma mère pour les rendre plus douces que ce qu'elle avait réellement dit. Le lendemain matin, c'était samedi, alors Nathan m'a retrouvé au bureau de mon avocate plutôt qu'au tribunal. Nous avons passé le week-end à rassembler le dossier médical des urgences, les noms des témoins de l'église, et la déclaration de Nathan soutenant les mêmes restrictions que celles dont nous avions convenu à la sortie de l'hôpital. Le lundi 21 décembre, mon avocate a déposé une demande d'ordonnance de protection pour violence domestique afin de nous protéger, Élise, Nia et moi. La juge a examiné le dossier de la clinique et nos déclarations, et a émis une ordonnance temporaire cet après-midi-là, avec une audience complète fixée au 8 janvier. L'ordonnance n'était pas une condamnation pénale, et personne ne prétendait le contraire. C'était une limite temporaire pendant que le tribunal examinait la situation. Un adjoint du shérif a remis l'assignation à Vera le 22 décembre, et la preuve de signification a été déposée au tribunal. À partir de ce moment-là, il lui était interdit de contacter l'une ou l'autre des filles, directement ou par l'intermédiaire de quiconque. Quand j'ai expliqué l'ordonnance à Élise, je m'attendais à la voir soulagée. Au lieu de cela, la panique a traversé son visage. Vous ne pouvez pas me reprendre Nia à cause de ce que grand-mère a fait. Personne n'a dit ça. Mais Simone doit inspecter la maison maintenant, et la date d'adoption était déjà si proche. Ces mots se bousculaient. Si je n'avais rien dit au dîner, grand-mère ne m'aurait pas frappé, et rien de tout cela n'arriverait. Je me suis assise à côté d'elle sur le canapé. Tu n'es pas responsable de tout ça parce que tu as dit la vérité sur qui est ta sœur. Elle a tiré ses deux manches pour cacher ses mains. Que se passait-il les samedis, ai-je demandé. Élise a tiré l'un de ses poignets encore plus bas, jusqu'à le recouvrir entièrement. Quand elle a enfin répondu, sa voix était presque trop faible pour être entendue. Grand-mère avait des règles. Elle gardait sa manche tirée, comme si le tissu pouvait dissimuler les mots en même temps que ce qui lui était arrivé. Toutes les questions se sont bousculées dans ma gorge en même temps, mais la peur sur son visage m'a empêché d'en poser une seule. Tu n'es pas obligé de tout me dire ce soir, ai-je dit. Tu peux m'en dire une seule chose, ou rien du tout. Je ne vais nulle part. Ses épaules se sont légèrement détendues. Nia était assise à l'autre bout du canapé, serrant contre son ventre la chaussette rouge qu'elle avait sortie de mon sac en toile. Nathan était déjà rentré chez lui après s'être assuré que les portes étaient verrouillées et que l'ordonnance temporaire était en place. La maison semblait plus silencieuse sans lui, mais pas paisible. C'était le silence de 3 personnes attendant quelque chose qu'elles avaient peur de nommer. Élise a fixé le sol. Chez grand-mère, je n'avais pas le droit d'appeler Nia ma sœur. Les doigts de Nia se sont resserrés sur la chaussette. Comment devais-tu l'appeler, ai-je demandé. Juste Nia. Ou la fille placée et si grand-mère parlait à ses amis. J'ai ravalé la colère qui montait en moi. Si je la laissais paraître trop vite,
Élise pourrait penser qu'elle devait me protéger de cette colère. Quoi d'autre? Elle disait que les cadeaux de la famille restent dans la famille. Si elle m'achetait quelque chose, je n'avais pas le droit d'en donner une partie à Nia, même si c'était des bonbons ou un truc dont je ne voulais pas. Nia a baissé les yeux sur la chaussette, comme si elle l'avait volée. Élise a poursuivi avant que je ne puisse parler. Je n'avais pas le droit de répéter ce que grand-mère disait sur toi, a-t-elle ajouté. Elle disait que les adultes ont besoin d'un endroit où ils peuvent dire la vérité sans que les enfants ne rapportent des histoires à la maison. Quel genre de vérité? Élise a secoué la tête et a ramené ses genoux contre elle. Je me suis arrêté là. Je voulais chaque détail, mais le désiré ne me donnait pas le droit de les lui arracher de force. Nia a plié la chaussette en deux et l'a remise dans le sac en toile près du canapé. Les jours suivants ont été remplis de formalités administratives visant à réduire nos vies à des cases à cocher. L'avocat de Vera a déposé une réponse s'opposant à l'ordonnance de restriction temporaire. Vera affirmait que j'utilisais un incident regrettable pour éloigner Élise d'une grand-mère aimante. Elle demandait au tribunal de maintenir son droit de visite, insistant sur le fait qu'Élise avait besoin d'une voix indépendante car j'étais devenue trop émotive pour représenter équitablement ses intérêts. Cette accusation m'a rendue furieuse, mais elle a aussi obligé le tribunal à aborder un point dont j'avais peur depuis notre passage aux urgences. Élise avait besoin de quelqu'un dont la seule responsabilité serait de la défendre, elle. Le lundi 28 décembre, la juge Rosalind Park a tenu une brève audience de gestion de dossier à distance concernant la demande de Vera. Après avoir écouté les deux avocats et examiné le conflit sur qui devait parler au nom d'Élise, elle a rendu une ordonnance écrite nommant Priya Shah comme avocate d'Élise. Priya nous a rencontrés, Nathan et moi, plus tard dans la journée, dans une salle de conférence du palais de justice, pendant qu'Élise patientait avec une assistante à l'extérieur. Je ne travaille pour aucun des deux parents, a-t-elle précisé. Je ne suis pas ici pour préparer Élise à soutenir votre position ou celle de Vera. Ma responsabilité est de comprendre les intérêts d'Élise, de la conseiller sur la procédure, et de m'assurer que le tribunal ne la traite pas comme une preuve appartenant à un camp. J'ai hoché la tête, même si une partie de moi mourait d'envie de lui demander ce qu'Élise lui avait déjà confié. Priya a semblé deviner la question avant même que je ne la prononce. Certaines conversations avec Élise resteront privées. Si elle révèle un problème de sécurité immédiat, j'agirai en conséquence. Pour le reste, c'est elle qui contrôle ce qu'elle est prête à partager. Cette réponse m'a à la fois effrayé et soulagé. Pendant des années, ma mère avait appris à Élise que les adultes ayant du pouvoir pouvaient exiger son silence. Je ne pouvais pas réparer cela en exigeant moi-même des aveux. Priya s'est entretenue seule avec Élise pendant près d'une heure. Quand Élise est ressortie, son visage paraissait épuisé, mais elle se tenait plus droite. Priya ne m'a pas fait de résumé. Elle a simplement dit que la réunion avait été productive et qu'Élise avait compris qu'elle ne serait pas forcée de parler au tribunal avant d'être prête. Ce soir-là, je préparais des croque-monsieur lorsqu'Élise s'est assise à l'îlot central de la cuisine, posant ses deux avant-bras sur le comptoir. Elle avait mis un t-shirt à manches courtes. Il n'y avait pas d'échymose spectaculaire, ce qui rendait presque la chose pire. De légères marques jaunâtres stagnaient près de l'intérieur de l'un de ses bras, faciles à confondre avec les petits bobos ordinaires de l'enfance. Grand-mère a commencé par des règles sur les bonnes manières, a-t-elle expliqué. Tiens-toi droite. N'interromps pas, dis merci même si tu n'aimes pas quelque chose. Cette partie-là semblait normale. J'ai éteint la cuisinière et je me suis tourné vers elle. Ensuite, elle a dit que je devenais irrespectueuse à cause de Nia. Si je lui disais que Nia était ma sœur, elle me serrait le poignet jusqu'à ce que je demande pardon. Élise a pressé deux doigts autour de son propre poignet pour me montrer l'endroit exact. Est-ce que ça laissait des marques? Parfois, a-t-elle répondu. Mais personne ne le remarquait parce que je marque facilement. Mon estomac s'est noué. Elle m'achetait des choses après, a ajouté Élise. Pas tout de suite. En général plus tard dans la journée. Un bracelet, un livre, un déjeuner dans un endroit chic. Elle disait que c'était comme ça que je pouvais savoir qu'elle m'aimait toujours, même quand je la décevais. Le silence était devenu le prix à payer pour être aimé, et les cadeaux en étaient le reçu. Que se passait-il si tu argumentais? Elle m'obligeait à m'excuser. Je devais dire que j'étais désolé de l'avoir défié, et désolé de lui avoir fait perdre le contrôle. La formulation était trop polie pour avoir été inventée par une enfant effrayée de 12 ans. J'ai repensé à la phrase qu'Élise avait murmurée à la porte de l'église. Elle ne l'avait pas créée sur le moment. Elle avait puisé dans les excuses que ma mère lui avait inculquées.
t'avait-elle déjà giflé avant le dîner de l'église? Les yeux d'Élise se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas détourné le regard. 2 fois. La première, c'était dans la buanderie de Vera, après que j'ai demandé pourquoi Nia n'était pas invitée à un déjeuner de famille. La deuxième, c'était dans le garage, quand j'ai dit que tu serais en colère si tu savais ce que Vera disait sur Nia. Ensuite, elle m'a prise dans ses bras, a confié Élise. Elle m'a dit que je l'avais forcée à le faire parce que je n'arrêtais pas d'insister. J'ai contourné l'îlot assez lentement pour qu'elle me voie venir. Quand je lui ai tendu la main, elle l'a prise. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Sa lèvre inférieure a tremblé. Elle disait que si tu le découvrais, tu la couperais de nos vies. Tout le monde accuserait Nia, parce que rien de tout ça n'arrivait avant qu'elle ne vienne. Elle a dit que Nia saurait qu'elle avait brisé notre famille. Une lame de parquet a grincé derrière moi. Nia se tenait dans le couloir. Elle en avait assez entendu. Avant que je ne puisse la rappeler, elle a disparu vers la chambre. Élise et moi l'avons suivie et l'avons trouvée agenouillée près du lit, en train de fourrer des vêtements dans son sac à dos d'école. Elle y avait mis 2 t-shirts, des sous-vêtements, sa brosse à dents et le livre de poche avec lequel elle dormait sous son oreiller. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Élise. Nia ne s'est pas arrêtée. « Je peux demander à Simone de me trouver un autre endroit jusqu'à ce que tout s'arrange. »« Tu ne vas nulle part, ai-je affirmé. »« Tu n'en sais rien. » Nia a forcé sur la fermeture éclair par-dessus la pile inégale de vêtements. Le tribunal inspecte déjà la maison, maintenant Élise est blessée, grand-mère ne peut plus voir personne et tout le monde se dispute. Je me suis accroupi devant elle. Je ne te ferai pas la promesse que les adultes peuvent contrôler toutes les décisions, car ce ne serait pas honnête. Ce que je peux te dire, c'est que tu n'es pas un objet qu'on déplace pour obliger les autres à mieux se comporter. Les adultes en charge de ton dossier travaillent sur un plan de sécurité. Tu n'as pas à te porter volontaire pour perdre ta maison. Élise a attrapé le sac à dos et l'a éloigné d'elle. Tu n'as pas le droit de décider de partir sans me le demander. Le visage de Nia s'est durci. Tu as été frappé parce que tu m'as donné une chaussette. Non. La voix d'Élise s'est élevée pour la première fois depuis le dîner de l'église. J'ai été frappé parce que j'ai arrêté de faire ce qu'elle voulait. Nia a cligné des yeux. La colère a quitté son visage, remplacé par quelque chose de plus douloureux. Élise s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient humides, mais sa voix est restée ferme. La gifle n'était pas parce que j'ai partagé la chaussette. C'était parce que j'ai appelé Nia ma sœur devant tout le monde. Les mots d'Élise sont restés gravés en moi après que les 2 filles se soient enfin endormies. La gifle n'avait pas commencé à l'église. Elle avait commencé dans des pièces privées, lors de déjeuners calmes et de samedis ordinaires. À chaque fois, ma mère apprenait à Élise que l'amour pouvait lui être retiré si elle utilisait le mauvais mot. Je me suis assise seule à l'îlot de la cuisine, la chaussette rouge pliée à côté de moi, essayant de comprendre comment j'avais pu passer à côté d'un schéma qui me semblait maintenant impossible à ignorer. Quand j'ai soulevé la chaussette, une légère odeur de menthe poivrée s'accrochait au tissu. Cela venait peut-être des bonbons à l'intérieur, mais cela m'a ramené dans la salle de bain de ma mère. J'avais 11 ans, j'étais debout près du lavabo pendant qu'elle pressait un gant de toilette froid contre ma bouche. Je l'avais contredite devant 2 femmes de l'église. Je ne me souvenais même plus du sujet de la dispute. Je me souvenais du goût métallique du sang là où ma dent avait coupé l'intérieur de ma lèvre, et de la pastille à la menthe que Vera avait mise dans ma main par la suite. « Qu'est-ce qu'on dit ?» m'avait-elle demandé. « Je suis désolé » avais-je répondu. « Pourquoi ?»« Pour t'avoir mise en colère. » Elle avait attendu que je me corrige. « Je ne te ferai plus honte. » Le lendemain matin, elle m'avait acheté un gilet blanc que je voulais depuis des mois. Le dimanche, j'avais décidé que le gilet prouvait qu'elle m'aimait, et que la punition prouvait que j'avais mérité d'être corrigé. J'avais transporté cette explication jusqu'à l'âge adulte. Chaque fois que Nathan demandait pourquoi ma mère me parlait comme si j'étais encore une enfant désobéissante, je la disais, stricte. Quand Élise rentrait de chez Vera inhabituellement silencieuse, je la disais, fatiguée. Quand elle a cessé de porter des manches courtes après les journées avec sa grand-mère, j'ai mis ça sur le compte de la météo ou des complexes liés à l'entrée au collège. J'avais traduit chaque signal d'alarme en quelque chose d'inoffensif, car admettre la vérité m'aurait forcé à reconsidérer toute mon enfance. 2 jours plus tard, le 30 décembre, Simone est arrivée pour l'évaluation de sécurité de Nia. Elle n'est pas venue avec des policiers ni un sac d'urgence.
Elle est venue seule, avec un ordinateur portable et un dossier contenant des documents que j'avais déjà signés des mois auparavant. Nia était assise à la table à manger, en train de dessiner, tandis qu'Élise lisait sur le canapé. On n'avait demandé à aucune des filles de jouer la comédie de la normalité, mais toutes deux essayaient de faire bonne figure. Simone a commencé par l'inspection de la maison. Elle a vérifié les chambres, les médicaments, les contacts d'urgence, le plan de transport scolaire, et l'ordonnance de restriction temporaire affichée à l'intérieur de la porte du garde-manger. Elle a confirmé que Vera avait été retirée de toutes les listes de personnes autorisées à venir chercher les enfants, et que Nathan avait bien compris les restrictions. Puis, elle s'est assise face à moi à la table de la cuisine. À quelle fréquence Vera avait-elle des contacts non supervisés avec Nia? Presque jamais, ai-je répondu. Elle invitait Élise séparément. Est-ce que cela vous inquiétait? Pas assez, ai-je admis. Simone a patienté sans me sauver de ma réponse. J'ai regardé à travers la porte en direction de Nia. Je me disais que ma mère avait une relation plus longue avec Élise, et qu'elle avait besoin de temps pour en construire une avec Nia. Je pensais que forcer un rapprochement aggraverait les choses. Vera vous a-t-elle déjà dit qu'elle s'opposait à l'adoption? Pas directement. Elle disait que c'était compliqué. Elle disait que je changeais la famille trop vite. Vous a-t-elle déjà dit qu'elle imposait des règles dont Élise n'avait pas le droit de parler? Non. Élise est-elle déjà rentrée de chez Vera avec des blessures? J'ai voulu protéger le dossier d'adoption de cette réponse. L'impulsion était immédiate, et laide. Si je disais non, peut-être que l'évaluation resterait simple, peut-être que la date du 12 janvier resterait sur le calendrier. Puis, j'ai revu Élise dans la salle des urgences, disant qu'elle ne pensait pas qu'avoir été frappée puisse compter. Elle est rentrée avec des bleus sur les bras, ai-je avoué. Des petits. J'ai accepté des explications banales parce que je faisais confiance à ma mère. Simone a tapé sur son clavier sans réagir. Qu'avez-vous fait lorsque vous avez appris que Vera avait frappé Élise à l'église? J'ai emmené les deux filles, j'ai prévenu Nathan, j'ai obtenu des soins médicaux, j'ai fait le signalement, je vous ai contacté et j'ai demandé l'ordonnance dès le premier jour d'ouverture du tribunal. Avez-vous autorisé le moindre contact depuis que Vera a reçu la notification? Non. Autoriseriez-vous un contact si des membres de votre famille faisaient pression sur vous? Non, ai-je répété. Et cette réponse est venue sans la moindre hésitation. Simone a levé les yeux de son écran. Cette évaluation ne cherche pas à savoir si vous avez parfaitement anticipé le comportement d'un autre adulte, a-t-elle expliqué. Elle cherche à savoir si vous avez reconnu le danger une fois qu'il est devenu visible, et si vous avez agi pour protéger les enfants. Ces mots n'effaçaient pas ce que je n'avais pas vu, mais ils séparaient la culpabilité de la responsabilité. Je ne pouvais pas changer toutes les justifications que j'avais acceptées par le passé. Je pouvais seulement décider de ce que j'accepterais désormais. Avant de partir, Simone s'est entretenue en privé avec Nia. Je suis resté dans le salon avec Élise, assez près pour être disponible, mais pas assez pour entendre. Cette limite était douloureuse, mais elle était aussi nécessaire. Mon téléphone a commencé à sonner dès que la voiture de Simone a quitté l'allée. Tante Rebecca m'a accusé de détruire Noël pour un simple moment de colère. Mon cousin Daniel m'a rappelé que Vera avait passé des années au service des familles de l'église. Un autre parent m'a demandé si j'avais songé à l'impact qu'une accusation de maltraitance pourrait avoir sur sa santé. Personne n'a demandé comment allait la joue d'Élise. Quand j'ai dit qu'il y avait eu des incidents précédents, Rebecca s'est tue. Selon Élise, a-t-elle demandé. Selon ma fille, oui. Tu sais, les enfants comprennent parfois mal la discipline. Ce mot a fait se crisper ma main sur le téléphone. C'est aussi comme ça que je l'appelais, ai-je répondu. J'avais tort. Rebecca m'a dit qu'elle prierait pour nous tous. Cela ressemblait moins à de la compassion qu'à un moyen de clore la conversation sans prendre parti. Le pasteur a appelé plus tard. Il a confirmé que l'Église avait conservé les noms de tous ceux qui étaient assis près de notre table, mais que plusieurs témoins hésitaient à fournir des déclarations écrites. Ils ne veulent pas choisir de camp, a-t-il dit. Ils ont vu un adulte frapper une enfant. Il n'y a pas de camp face à ce qu'ils ont vu. Il a admis que l'Église aurait dû intervenir immédiatement. Il m'a aussi appris que Vera avait contacté certains membres individuellement avant que l'ordonnance temporaire ne lui soit signifiée. Elle leur avait décrit l'incident comme un désaccord privé que j'avais transformé en attaque judiciaire. Cela expliquait les éléments de langage prudent que tout le monde utilisait.
Ma mère avait comblé le silence avant que quiconque ne puisse décider de ce qu'il signifiait. Je n'ai rien publié sur elle. Je n'ai pas envoyé de photos du visage d'Élise à nos proches, ni exigé une loyauté publique de la part de l'Église. J'ai transféré chaque appel et message pertinent à mon avocate, j'ai consigné la date et l'heure, et j'ai reporté toute mon attention sur les filles. Ce soir-là, Nathan est passé avec une copie de la déclaration qu'il avait déposée. Élise s'est assise entre nous pendant que nous lui expliquions que les adultes étaient responsables des documents judiciaires et des plans de sécurité. Elle n'avait pas à me défendre, ni à défendre Nia ou l'adoption. Et si grand-mère dit que je mens, a-t-elle demandé. Alors c'est ce qu'elle dira, a répondu Nathan. Ça ne rend pas la chose vraie. Mon avocate a envoyé la réponse formelle de Vera par email peu avant 21h. Vera reconnaissait la gifle, mais la qualifiait de perte de jugement isolée après qu'Élise l'avait publiquement humiliée. Elle affirmait que j'exploitais le placement de Nia pour séparer Élise de sa famille biologique. Elle décrivait ma fille comme émotionnellement influençable et suggérait que je l'avais encouragée à réinterpréter une discipline ordinaire en abus. Elle n'accusait pas Nia d'être dangereuse. Elle ne contestait pas le statut d'adoption de Nia. Au lieu de cela, elle se présentait comme la dernière personne à protéger Élise d'une mère qui avait remplacé la loyauté familiale par un placement en famille d'accueil. J'ai lu chaque page 2 fois. Les arguments étaient soignés, mais la voix de ma mère apparaissait dès que le jargon juridique s'estompait. Elle écrivait que les enfants avaient besoin d'une autorité constante. Elle écrivait que les grands-parents ne devaient pas perdre leur relation parce qu'un parent désapprouvait des limites raisonnables. Elle écrivait qu'Élise avait toujours bénéficié d'attentes claires chez elle. Vers la fin de la déclaration signée par Vera, une phrase apparaissait en caractères normaux, au sein de l'affirmation sous serment certifiant de la véracité de ses propos, Élise a toujours compris que lorsqu'elle est avec moi, elle suit mes règles. J'ai posé la réponse sur la table. Pour la première fois depuis le dîner de l'église, je n'avais plus peur que ma mère réussisse à cacher ce qu'elle avait fait. J'ai compris qu'elle ne considérait pas ces règles comme quelque chose à dissimuler. Elle croyait qu'elles étaient la preuve qu'elle avait raison. La phrase tirée de la déclaration signée de Vera est restée sur la table de la cuisine pendant le petit déjeuner du lendemain. J'ai retourné la page face contre table avant que les filles n'entrent, mais Élise l'avait déjà vue la veille. Elle s'est versée des céréales sans parler et a regardé le lait monter presque jusqu'au bord du bol. Nia était assise en face d'elle, épluchant l'opercule en papier d'un pot de yaourt en fine bande. J'avais passé la moitié de la nuit à penser à ce que Vera avait fait à Élise. Je n'avais pas assez réfléchi à la raison pour laquelle Élise était devenue vulnérable à son influence en premier lieu. Élise, ai-je commencé. Quand Nia est venue vivre avec nous au début, as-tu déjà parlé à grand-mère de ce que tu ressentais? Sa cuillère s'est arrêtée contre le bord du bol. Nia a levé les yeux. Pourquoi? Tu n'es pas obligé de répondre devant qui que ce soit, ai-je dit à Élise. Je te le demande parce que ta grand-mère a peut-être utilisé des choses que tu lui as confiées en privé. Élise a repoussé son bol. Elle n'a pas tout inventé. La honte dans sa voix m'a averti de ne pas me précipiter pour la rassurer. Qu'est-ce qu'elle n'a pas inventé? Élise a regardé vers le couloir, comme pour vérifier si elle pouvait fuir. Quand Nia est arrivée ici, j'ai dit à grand-mère que je voulais que les choses redeviennent normales. Le visage de Nia a changé avant même qu'Élise ne puisse s'expliquer. Les petits muscles autour de sa bouche se sont contractés, mais elle est restée sur sa chaise. Élise, ai-je dit. Tu étais en train de t'adapter à un changement majeur. Avoir des sentiments difficiles ne faisait pas de toi quelqu'un de cruel. J'étais cruel, parfois. Elle a regardé Nia cette fois. Tu avais tout le temps des réunions. Simone venait, et tu allais vérifier comment allait Nia toutes les 5 minutes. Si elle ne mangeait pas, tu t'inquiétais. Si elle se réveillait la nuit, tu restais avec elle. Si je m'énervais, tout le monde me disait que j'étais plus grande et que je devais être patiente. Je me souvenais avoir prononcé ces mots. Je les avais pensés comme des encouragements. Élise les avait perçus comme la description d'un travail. Tu as dû annuler mon dîner pour le concert de l'école parce que Nia avait un rendez-vous, a-t-elle continué. Tu as arrêté de me laisser jeter mon sac à dos n'importe où parce que les bruits soudains la dérangeaient. Je devais demander la permission avant d'inviter des amis. Tout le monde n'arrêtait pas de dire que j'étais une super grande sœur, et je détestais ça. Parce que j'avais l'impression de n'avoir le droit d'être rien d'autre. Nia a baissé les yeux vers l'opercule de yaourt déchiré. La voix d'Élise s'est adoucie. J'ai dit à grand-mère que ça me manquait quand c'était juste toi et moi.
J'ai dit que j'aimerais retrouver mon ancienne vie. Une lame de parquet a grincé près de la porte. Nia avait quitté la table si silencieusement que je ne m'en étais pas rendu compte. Elle se tenait à mi-chemin dans le couloir, une main agrippant le mur. Alors, tous ces trucs, c'était du faux, a-t-elle demandé. Élise s'est retournée sur sa chaise. Quel truc? M'aider pour l'école. Me laisser dormir dans ta chambre quand je faisais des cauchemars. Dire qu'on était sœurs. Non, s'est exclamée Élise. Tu viens de dire que tu voulais que je m'en aille. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je voulais retrouver mon ancienne vie. Élise a repoussé sa chaise. Ce n'est pas la même chose. Pour moi, si, a dit Nia. Sa voix n'était pas forte, mais elle a transpercé la pièce. Quand les gens disent qu'ils veulent que ce soit comme avant, j'entends avant moi. Élise a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je pouvais la voir chercher la réponse parfaite et n'en trouver aucune. Nia, ai-je dit. Élise dit la vérité sur les sentiments qu'elle éprouvait il y a presque 2 ans. Cela n'efface pas tout ce qui s'est passé ensuite. Mais grand-mère avait raison de dire qu'elle ne voulait pas de moi ici. Non, a rétorqué Élise. Grand-mère a pris une seule chose que j'ai dite et n'a pas arrêté de la grossir. Nia a croisé les bras. Comment? Élise m'a regardé, mais je n'ai pas répondu à sa place dans un premier temps. Grand-mère disait que c'était normal que l'époque d'avant me manque, a expliqué Élise. Ensuite, elle a dit que ça prouvait que maman m'avait remplacé. Elle me demandait si j'avais remarqué que tout tournait autour de toi. Elle disait que j'étais la seule personne assez courageuse pour admettre que tu n'avais pas ta place ici. Le menton de Nia s'est relevé, comme si elle avait reçu un coup. Je n'ai jamais dit ça, a protesté Élise. Tu lui as dit que tu voulais retrouver ton ancienne vie. Je voulais retrouver mon ancienne vie, je ne voulais pas que tu sois effacé. Nia a lâché un petit rire sans joie. Comment j'étais censé faire la différence? Je ne sais pas. L'honnêteté d'Élise a fait plus d'effet qu'une excuse. Elle a aussi rendu le silence qui a suivi beaucoup plus lourd. Nia a marché jusqu'à leur chambre et a fermé la porte. Elle ne l'a pas claquée. Élise est restée près de la table, fixant le couloir. Est-ce que je devrais aller lui parler, a-t-elle demandé. Pas tout de suite, ai-je répondu. Et si elle pense que je lui ai menti tout ce temps? C'est possible. Élise m'a regardé comme si j'avais échoué à lui donner la réponse dont elle avait besoin. Tu avais le droit de mal vivre ces changements, lui ai-je dit. Nia a le droit d'être blessée d'entendre ça. Aucune de vous n'a cessé de ressentir ce qu'elle ressent juste parce que l'autre est mal à l'aise. Élise a pressé ses paumes contre ses yeux. Je n'aurais jamais dû le dire à grand-mère. Le problème n'est pas que tu aies avoué à une adulte que tu avais des difficultés. Le problème, c'est ce qu'elle en a fait. Je ne les ai pas obligés à s'asseoir ensemble. Je n'ai pas demandé à Nia de pardonner à Élise avant qu'elle n'ait fini d'être en colère. Pendant le reste de la matinée, Nia est restée dans leur chambre tandis qu'Élise allait de la cuisine au salon, incapable de se poser quelque part. Vers midi, Élise a ouvert le placard de rangement sous les escaliers et a sorti la maison miniature qu'elle construisait pour un projet d'art plastique de l'école. Elle était fabriquée en carton plumé en fines planches de bois, avec 2 chambres à l'étage séparées par un mur plein. Elle l'a porté jusqu'à la table à manger, a trouvé un cutter et a commencé à couper le long de la jointure. Je me tenais à proximité, mais je ne lui ai pas demandé ce qu'elle faisait. Quand elle a eu terminé, le mur s'est détaché de manière inégale. Les chambres étaient toujours séparées, mais l'ouverture entre elles était assez large pour que les petits meubles puissent être déplacés d'un côté à l'autre. Élise a porté la maison jusqu'à la porte de la chambre et a frappé. Nia n'a entrouvert qu'à peine la porte. J'ai fait ça avant que tu n'arrives, a dit Élise. La grande chambre était la mienne, et la petite devait servir de rangement. Nia a regardé la maison. Je l'ai modifiée après ton emménagement, mais c'est moi qui ai décidé où tout allait. Je pensais être gentil parce que je t'avais donné la fenêtre, mais tu as gardé le bureau. Je sais. Élise a posé la maison sur le sol entre elles. J'ai enlevé le mur. Tu peux décider où vont les choses. Tu peux déplacer le bureau ou les lits, ou laisser vide. Je ne dis pas que ça répare quoi que ce soit. Nia a ouvert la porte un peu plus grand, mais ne l'a pas invité à entrer. Elle s'est assise en tailleur sur la moquette et a pris une petite lampe miniature. Tu as coupé de travers. Je sais, a répondu Élise. C'est moche.
Je le sais aussi. Nia a placé la lampe dans la plus petite pièce, puis l'a de nouveau déplacée. Élise s'est assise en face d'elle sans rien toucher. Je suis retourné dans la cuisine et je leur ai laissé l'intimité d'être incertaines ensemble. Plus tard, Nia m'a trouvé en train de plier le linge sur le canapé. Elle tenait l'un des t-shirts d'Élise contre sa poitrine. « Je veux toujours que tu m'adoptes », a-t-elle dit. Mais je ne veux pas qu'Élise soit blessée à cause de moi. Élise l'avait suivie depuis la chambre. Elle s'est arrêtée près de la table basse. « Tu ne l'as pas obligée à me frapper », a-t-elle affirmé. « Être ta sœur m'a juste fait remarquer que j'avais tout le temps peur chez grand-mère. » Nia l'a regardé. « Tu n'avais pas peur avant que j'arrive. » « Si, j'avais peur. Je pensais juste que c'était normal. » C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris la part que Vera n'admettrait jamais. Nia n'avait pas brisé notre famille. Sa présence avait offert à Élise quelque chose de plus fort que le besoin de satisfaire Vera. Protéger sa sœur avait forcé Élise à voir la peur qu'elle appelait jusqu'alors le respect. Nia s'est dirigée vers le sac en toile accroché au porte-manteau. Elle a plongé la main à l'intérieur et en a sorti la chaussette rouge du dîner de l'église. Elle l'a posée sur le sol entre elle et Élise. « Je n'en veux pas si ça veut dire que tu as dû la gagner pour moi. » Élise a étudié les lettres dorées de son propre nom. Puis, elle a plié la chaussette en deux pour que le prénom disparaisse. Alors, aucune de nous ne la garde telle qu'elle l'a donnée. La chaussette est restée pliée sur la table à manger pendant 2 jours, le prénom d'Élise caché dans la pliure. Aucune des filles ne l'a déplacée. Elle avait cessé d'être un cadeau pour devenir une question à laquelle aucune de nous ne savait répondre. Priya nous a rencontrés 3 jours avant l'audience dans une petite salle de conférence du palais de justice. Elle s'est assise à côté d'Élise plutôt qu'en face d'elle, et a posé un bloc-notes vierge sur la table. Aucune question préparée n'y était inscrite. Vendredi, ça ne ressemblera pas à ce qu'on voit à la télévision, a-t-elle expliqué. La juge entendra peut-être les avocats, les témoins et tes parents avant de décider si elle a besoin de t'entendre directement. Je peux dire au tribunal ce que tu veux. Demander des pauses ou réclamer des mesures de protection si tu dois prendre la parole. C'est la juge Park qui décidera de la procédure finale. Élise m'a jeté un coup d'œil. Quel genre de mesures de protection? Tu pourrais parler sans que ta grand-mère ne soit assise directement face à toi. La juge pourrait limiter le nombre de personnes dans la salle, ou autoriser à ce que les questions soient posées par son intermédiaire plutôt que par un avocat. Je peux le demander. Mais je ne peux pas promettre ce que la juge choisira. L'honnêteté de Priya a semblé l'apaiser davantage que de vaines promesses. Ensuite, Priya a prononcé la chose qu'Élise avait le plus besoin d'entendre. L'adoption de Nia n'est pas ta responsabilité. Tu n'as pas à dire la phrase parfaite pour qu'elle reste dans ta maison. Tu ne portes pas ce dossier sur tes épaules. Élise a baissé les yeux sur ses mains. Mais si je dis quelque chose de travers, l'avocat de grand-mère s'en servira. Les avocats posent des questions, a répondu Priya. Ça ne transforme pas tes sentiments en un examen. Tu peux dire que tu ne te souviens pas. Tu peux dire que 2 choses étaient vraies en même temps. Tu peux dire que tu aimais quelqu'un et que tu en avais peur. Priya a demandé si Élise souhaitait que je reste pendant qu'elle discutait de la manière dont sa voix parviendrait au tribunal. Élise a réfléchi un instant et m'a demandé de patienter à l'extérieur. Je suis resté debout dans le couloir avec Nathan pendant 40 minutes, luttant contre l'envie de répéter mentalement toutes les réponses que je souhaitais que ma fille donne. Quand la porte s'est ouverte, Élise est sortie sans aucune note à la main. Dans l'ascenseur, elle a demandé « Qu'est-ce que vous voulez que je dise ?» Nathan m'a regardé, mais aucun de nous n'a répondu à la place de l'autre. La vérité avec laquelle tu pourras vivre quand la salle d'audience sera vide, ai-je dit. Pas la réponse qui me protège. Pas la réponse qui protège Nia. Pas même la réponse qui punit grand-mère. Celle qui est vraie quand personne ne te regarde. Élise a hoché la tête une fois. Je n'ai pas pu dire si la réponse la soulageait, mais elle n'a plus posé la question. Cet après-midi-là, Simone a appelé après avoir terminé la dernière évaluation de sécurité. Le dossier d'adoption de Nia avançait toujours, même si la date de finalisation du 12 janvier restait suspendue en attendant que l'agence documente un plan de protection stable. Vous avez fait un signalement immédiat, obtenu des soins médicaux, impliqué Nathan, retiré Vera de toutes les listes de contacts et respecté l'ordonnance temporaire, a dit Simone. L'agence ne demande pas que votre famille élargie soit exempte de conflits.
Elle demande si votre foyer réagit de manière sécuritaire lorsque le conflit se transforme en danger. J'ai noté ces mots à côté de la nouvelle date d'audience, puis j'ai barré la phrase que j'avais écrite juste en dessous, ne fais pas d'autre erreur. Mon avocate a passé les 2 jours suivants à préparer 3 témoins de l'église. Leur récit se limitait à la scène publique, le nombre prévu de chaussettes, la gifle, les paroles de Vera, et le silence qui avait suivi. Aucun d'eux ne savait ce qui se passait lors des visites privées d'Élise. Cette limite avait son importance. Les témoins pouvaient établir ce que Vera faisait quand les gens regardaient, mais ils ne pouvaient pas parler à la place d'Élise de ce qui se passait quand personne ne voyait rien. L'offre de règlement à l'amiable est arrivée par l'intermédiaire de l'avocat de Vera le lendemain matin. Vera publierait des excuses publiques auprès de l'église, suivrait une thérapie et accepterait des visites supervisées avec Élise. En échange, je retirerais ma demande d'ordonnance de protection à long terme. Le mot « supervisé » donnait presque l'impression que la proposition était responsable. Puis, je suis arrivé au paragraphe décrivant l'incident de l'église comme un manquement isolé, causé par le stress et un manque de respect public. Il n'y avait aucune reconnaissance des règles secrètes, des gifles antérieures, ou de la pression exercée sur Élise pour qu'elle les cache. Mon avocate a demandé si je voulais prendre le temps d'y réfléchir. Non, ai-je répondu. Elle propose de s'excuser pour avoir été vue. Elle n'a toujours pas admis ce qui s'est passé quand personne n'était là. Nous avons rejeté l'offre. Ce soir-là, ma cousine Rebecca est apparue sur le pas de ma porte avec un sac cadeau brillant de la part de Vera. Puisque Vera avait déjà reçu sa signification, j'ai photographié la livraison, j'ai demandé à Rebecca de confirmer par écrit qu'il avait envoyé, et j'ai suivi les instructions de mon avocate pour le conserver comme une éventuelle violation indirecte de l'ordonnance de non-contact. Élise nous observait depuis les escaliers. Elle voulait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, puis a semblé avoir honte d'en avoir envie. « Tu as le droit de regretter les cadeaux, lui ai-je dit. Ça ne veut pas dire que tu veux le retour de la peur. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Je déteste qu'elle sache ce qui me plaît. Savoir ce qui te plaît, ce n'est pas la même chose que savoir t'aimer en toute sécurité. Après cette livraison, mon avocate a envoyé au greffier du tribunal une copie de l'ordonnance temporaire et a signalé que Vera avait déjà tenté de transmettre un cadeau par l'intermédiaire d'une tierce personne. La veille de l'audience, Nia se tenait dans l'encadrement de ma porte, tenant le calendrier imprimé du tribunal. « Est-ce que je suis obligé d'entrer à l'intérieur » a-t-elle demandé. « Non. Tu n'as pas à te tenir devant des adultes et à prouver que tu fais partie de notre famille. » Et s'ils posent des questions sur la chaussette ? Les adultes qui l'ont vue pourront y répondre, et Élise pourra parler de ce qui lui est arrivé. Tu n'es pas responsable de faire comprendre au juge ta propre valeur. Nia a choisi de venir au palais de justice, mais de rester avec Simone à l'extérieur de la salle d'audience, à moins que la juge ne l'exige expressément. Elle a emballé un livret de jeu, 2 crayons et un goûter avec autant de soin que si cette préparation pouvait empêcher le bâtiment de changer sa vie. Le matin du 8 janvier, Nathan nous a retrouvés à l'entrée du tribunal. Priya a accompagné Élise à travers la sécurité, tandis que Simone emmenait Nia vers la salle d'attente. Vera est arrivée avec son avocat, un sac cadeau de couleur crème accroché au poignet. Le prénom d'Élise y était écrit en lettres dorées. L'huissier, déjà informé de la livraison précédente et des conditions de non-contact, l'a arrêté avant qu'elle n'atteigne les portes de la salle d'audience et lui a dit que le sac ne pouvait pas être remis à l'enfant. À travers la paroi vitrée, Élise a regardé Vera argumenter en disant que ce n'était qu'un cadeau. Pendant un instant, ma fille a semblé avoir moins de 12 ans. Puis, son expression s'est figée en quelque chose de triste et de résigné. Elle pense toujours que les cadeaux remplacent les excuses, a-t-elle commenté. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Il n'y avait pas de jury, pas de plaidoirie spectaculaire prête à tout changer, et pas de rangée d'inconnus haletant au bon moment. Il n'y avait que les 2 tables des avocats, un greffier triant des dossiers, un huissier près de la porte, et la juge Rosalind Park lisant une pile de documents sous la lumière crue des néons. Vera était assise de l'autre côté de l'allée, vêtue d'un tailleur bleu marine que je l'avais vu porter lors des réunions du conseil de l'église. Sans le sac cadeau couleur crème, elle semblait suffisamment maîtresse d'elle-même pour faire passer la scène à l'extérieur pour un incident mineur. Elle ne m'a pas regardé. Elle a gardé son attention fixée sur Élise, affichant cette expression douce qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait que quelqu'un d'autre se souvienne de sa gentillesse avant de questionner sa conduite. Élise était assise à côté de Priya. Nathan et moi étions derrière elle. Nia était restée à l'extérieur avec Simone,
où elle pouvait se concentrer sur son livret de jeu sans avoir à entendre des adultes débattre de sa place dans notre famille. Mon avocate a commencé par les événements du 18 décembre. Elle m'a demandé de décrire les chaussettes, les mots d'Élise et la gifle. J'ai gardé mes réponses précises. Je n'ai pas dit à la juge ce que je pensais que Vera avait eu l'intention de faire, j'ai décrit ce que j'avais vu. Élise a poussé sa chaussette vers Nia et a dit « C'est ma sœur. Elle fait partie de la famille. » Ma mère l'a frappée au visage. Que s'est-il passé immédiatement après? Je me suis interposé entre elle et j'ai dit à Vera de ne plus jamais toucher Élise. Vera a répondu « Les enfants placés ne sont pas de la famille. Ne me tiens pas tête. » J'ai ensuite emmené les 2 enfants. Mon avocate m'a demandé ce qu'Élise avait fait par la suite. J'ai répondu qu'elle s'était excusée avec le vocabulaire appris par cœur, que le tribunal avait déjà lu dans ma déclaration. J'ai brièvement confirmé les documents des urgences, l'implication de Nathan, les rapports indépendants, et l'ordonnance temporaire. Je n'ai pas répété les détails qu'Élise avait choisi de garder pour elle-même. J'ai simplement déclaré que la gifle publique nous avait conduit à découvrir des règles et des punitions qui existaient lors des visites privées. L'avocat de Vera s'est levé pour le contre-interrogatoire. Sa voix est restée courtoise, ce qui rendait l'accusation dissimulée sous ses questions d'autant plus délibérées. Vous et votre mère étiez en désaccord au sujet de l'adoption de Nia avant le dîner de l'église, n'est-ce pas? Elle avait exprimé un certain malaise, et vous pensiez que ce malaise cachait des préjugés. Je pensais qu'elle refusait de traiter Nia comme un membre de notre famille. Pourtant, vous avez continué à autoriser Élise à passer du temps avec elle. Oui, ai-je dit. Donc, avant cet incident unique, vous considériez votre mère comme suffisamment sûre pour qu'elle reste seule avec votre fille. La question était conçue pour transformer ce que je n'avais pas vu en preuve qu'il ne s'était rien passé. Je lui faisais confiance. J'ai appris que cette confiance était mal placée. Il m'a demandé si j'avais déjà personnellement vu Vera frapper Élise avant le 18 décembre. J'ai répondu que non. Il a demandé si j'avais vu les règles privées être appliquées. J'ai répondu que non. Puis, il a demandé si ma propre culpabilité aurait pu m'amener à interpréter une discipline ordinaire comme quelque chose de plus sinistre, après une seule erreur due à l'émotion. Moi aussi, je l'ai appelée discipline pendant trop longtemps, ai-je répondu. Cela ne rend pas la chose inoffensive. Madame Donnelly a témoigné ensuite. Elle a confirmé que Vera avait commandé les chaussettes et approuvé la liste finale avant le dîner. Avez-vous posé des questions au sujet de la chaussette manquante, a demandé mon avocate. Oui, je pensais que nous avions fait une erreur de calcul. Qu'a dit Madame Langford? Elle a dit que le compte était bon. Semblait-elle surprise que Nia n'en ait pas une? Non. Madame Donnelly a déclaré qu'elle ne pouvait pas expliquer pourquoi Vera avait exclu Nia. Elle n'avait jamais entendu parler des règles secrètes et n'avait jamais vu Vera seule avec Élise. Son témoignage ne prouvait pas l'existence de tout ce schéma abusif, mais il prouvait que la place vide à table n'était pas un accident. Le pasteur a répété les mots qu'il avait entendus après la gifle. Il a admis avoir été pétrifié avant d'intervenir. Son embarras était visible, mais la juge Park ne lui a pas demandé de justifier son délai de réaction. Elle a seulement demandé ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, et ce qu'il avait signalé par la suite. Lorsque l'avocat de Vera a présenté ses arguments, il a décrit le dîner comme un désaccord familial qui avait pris de l'ampleur parce que j'étais déjà sensible aux critiques sur l'adoption. Il a reconnu que la gifle était une erreur, mais l'a qualifié de manquement isolé de la part d'une grand-mère dévouée qui avait passé 12 ans à soutenir Élise. Il a suggéré que l'action en justice avait incité Élise à réinterpréter une correction ordinaire au prisme de ma colère. Il a également souligné que Vera n'avait jamais blessé Nia physiquement et n'avait déposé aucune objection à l'adoption. Cet argument était habile, il tentait de séparer ce que Vera disait de Nia de ce qu'elle faisait à Élise, comme si les deux n'avaient aucun lien. Vera a pris la barre. Après un bref échange avec son avocat, elle a croisé les mains sur ses genoux et a affirmé à la juge Park qu'elle aimait Élise plus que tout au monde. J'ai perdu le contrôle pendant une seconde, a-t-elle déclaré. Je regrette de l'avoir frappée, mais j'avais été publiquement humilié après avoir organisé un événement pour ma famille et pour l'église. Son avocat lui a demandé si la gifle était représentative de leur relation. Absolument pas, a assuré Vera. Aviez-vous déjà brutalisé Élise? Non. Aviez-vous déjà eu l'intention de l'effrayer? Jamais. Je lui apportais un cadre. Sa mère était souvent trop débordée pour le lui fournir.
Mon avocate a demandé à clarifier ce que Vera entendait par cadre. Avant que Vera ne réponde, son propre avocat a demandé une courte suspension de séance. Ils sont sortis ensemble dans le couloir. À travers la vitre, je l'ai vu lui parler de très près, tandis que Vera secouait la tête. À leur retour, il a déclaré avoir avisé sa cliente que tout témoignage concernant des incidents physiques antérieurs pourrait affecter une enquête distincte. Vera a dit qu'elle comprenait et qu'elle souhaitait poursuivre. Elle croyait que s'expliquer la sauverait. Mon avocate s'est approchée lentement. Madame Langford, vous avez témoigné que le 18 décembre était la seule fois où vous avez frappé Élise. La seule fois où je l'ai frappée sous le coup de la colère. Ce n'est pas la même réponse. La bouche de Vera s'est pincée. Je l'avais corrigée auparavant. Je n'appellerai pas une correction de la maltraitance. Que impliquait cette correction? La prendre à part. Lui tenir la main pour qu'elle écoute. Exiger des excuses quand elle se comportait de manière irrespectueuse. Lui avez-vous déjà serré le poignet? Je le tenais fermement. Y avait-il des règles chez vous? Chaque enfant a besoin de règles. Quelles règles? A demandé mon avocate. Vera a regardé vers Élise avant de répondre. Elle connaît les règles quand elle est avec moi. La juge Park a levé les yeux du dossier. Ce n'était pas la question, Madame Langford. Quelles étaient ces règles? L'avocat de Vera a commencé à faire objection au motif que la question était trop vaste, mais Vera s'est penchée vers le microphone. Les cadeaux de la famille restent dans la famille, a-t-elle dit. Les conversations privées entre une grand-mère et sa petite-fille restent privées. Un enfant n'humilie pas un adulte en public pour ensuite s'attendre à ne subir aucune correction. Mon avocate a laissé ce mot s'installer dans la pièce. Donc, Élise n'avait pas le droit de partager les cadeaux avec Nia. Pas les cadeaux achetés pour la famille. Avait-elle le droit d'appeler Nia sa sœur chez vous? Vera a jeté un regard à son avocat. J'encourageais l'utilisation de termes exacts jusqu'à ce que l'adoption soit finalisée. Et si Élise répétait vos conversations à sa mère? Cela aurait été une trahison de la confiance. Chaque réponse affaiblissait la théorie de l'erreur unique et soudaine. La gifle à l'église n'était plus un acte isolé, elle était sous-tendue par des règles, entourée de secrets, et encadrée par un système de conséquences que Vera jugeait toujours raisonnable. La juge Park a demandé si Élise comprenait ce qui se passait lorsqu'elle enfreignait ces règles. L'avocat de Vera s'est levé à nouveau, mais Vera a répondu avant qu'il ne puisse l'arrêter. Elle comprenait que j'attendais des excuses. J'ai observé le visage de ma mère, et je n'y ai vu aucune hésitation, aucune reconnaissance du fait qu'un enfant ne devrait jamais être obligé de protéger la réputation d'un adulte après avoir été blessé. Vera ne s'exposait pas parce qu'elle avait perdu le contrôle devant le tribunal. Elle expliquait ce qu'elle croyait qu'une bonne grand-mère était en droit de faire. La juge Park a croisé les mains sur son bureau. Madame Langford, que se passait-il lorsqu'Élise enfreignait ses règles en privé? Pour la première fois de la matinée, Vera n'avait pas de réponse. Son silence n'a duré que quelques secondes. Je l'emmenais dans une autre pièce quand elle était perturbatrice, a-t-elle dit. Parfois, je lui tenais la main pour qu'elle arrête de se dégager. J'exigeais qu'elle s'excuse, parce que les enfants ont besoin de comprendre les conséquences de leurs actes. La juge Park a baissé les yeux vers le document que Vera avait signé. Ces conséquences ont-elles déjà inclus le fait de la frapper? L'avocat de Vera s'est levé. Votre honneur, j'ai conseillé ma cliente concernant l'enquête distincte en cours. Je comprends, a répondu la juge Park. Madame Langford peut choisir de répondre ou non. Vera s'est penchée vers le micro. Son avocat a posé une main à plat sur la table, mais elle a continué. Il y a eu 2 occasions où je lui ai tapoté le visage après qu'elle fût devenue hystérique. Ma mère n'avait jamais utilisé le mot « gifler » lorsqu'un mot plus doux était disponible. Son visage était-il en mouvement lorsque votre main a établi le contact, a demandé la juge Park. Vera a froncé les sourcils. Je ne comprends pas, l'avez-vous frappé? Je l'ai corrigé. La juge Park a patienté. Vera a finalement soufflé. Oui. Je l'ai frappé 2 fois avant le dîner de l'église, mais aucun des 2 incidents n'a causé de blessure. Elle s'est calmée après et a continué à me rendre visite. Personne ne s'est plaint. Personne ne s'est plaint. J'ai vu les doigts d'Élise se crisper sur le bord de sa chaise. Vera avait pris le retour d'une enfant effrayée pour une permission. Elle avait considéré le silence comme un accord, car ce silence lui permettait de rester innocente.
Mon avocate a demandé, pourquoi Élise a-t-elle continué à vous rendre visite? Parce qu'elle m'aimait. Pouvait-elle refuser? Elle n'a jamais demandé à le faire. Lui aviez-vous dit ce qui se passerait si elle parlait à sa mère? Le visage de Vera s'est tendu. Je lui ai dit que les conversations familiales privées ne devaient pas être répétées de manière à créer des conflits. Elle était donc obligée de garder les punitions secrètes. Je ne les appelais pas des punitions. Comment Élise les appelait-elle? Vera a regardé vers ma fille. Il faudrait le lui demander. Son avocat s'est levé précipitamment. C'est précisément là le problème, votre honneur. L'interprétation d'Élise n'a changé qu'après que ma reine s'est opposée au contact. Une enfant de 12 ans est vulnérable aux influences, surtout lors d'un changement majeur au sein du foyer. Vera a hoché la tête, comme s'il avait enfin touché le point crucial. Elle était perturbée quand cette fille est entrée dans la maison, a-t-elle dit. Elle m'a confié qu'elle se sentait remplacée. Maintenant, sa mère l'a convaincue qu'une discipline normale était de la maltraitance, tout cela pour faciliter cette adoption. Mon corps s'est porté en avant que je ne me retienne. Je voulais expliquer qu'Élise avait eu le droit de regretter son ancienne vie. Je voulais dire à la juge que sa jalousie ne rendait pas la conduite de Vera acceptable. Je voulais protéger ma fille pour éviter que chacun de ses sentiments imparfaits ne soit une fois de plus retourné contre elle. Priya a jeté un regard en arrière vers moi, et je me suis arrêté. Si je parlais maintenant, je deviendrais juste une adulte de plus 10 ans au tribunal, ce qu'Élise ressentait. L'avocat de Vera a continué. Il a affirmé que la tension liée au placement en famille d'accueil, le changement de rôle au sein de la famille, et mon hostilité envers Vera avaient façonné le récit d'Élise. Mon avocate a objecté qu'il spéculait. Vera a commencé à parler en même temps qu'eux, insistant sur le fait qu'Élise avait toujours été sensible et facile à influencer. La juge Park a levé une main. Le tribunal a plongé dans le silence. Elle a regardé Élise. Pas Priya, pas Nathan, pas moi, ni aucun des deux avocats. Depuis 3 semaines, des adultes m'expliquent ce que tu voulais dire, ce que tu as ressenti et ce que tu souhaitais. Maintenant, tout le monde va t'écouter. Élise a regardé Priya. Priya lui a parlé doucement, puis s'est adressée à la juge pour lui dire qu'Élise souhaitait répondre directement. La juge Park a demandé si elle voulait d'abord faire une pause. Élise a secoué la tête. Sa voix était hésitante lorsqu'elle a commencé. J'ai été jalouse quand Nia est arrivée. Elle fixait ses mains au lieu de regarder Vera. Tout a changé, et tout le monde n'arrêtait pas de m'appeler la bonne grande sœur. J'avais l'impression de ne pas avoir le droit d'être en colère. J'ai dit à grand-mère que j'aimerais retrouver mon ancienne vie et que maman tenait plus à Nia. J'en ai honte, mais je l'ai fait. Vera a bougé sur sa chaise. Grand-mère n'arrêtait pas d'utiliser ses sentiments pour prouver que Nia n'avait pas sa place. Après, il y a eu les règles. Je ne pouvais pas appeler Nia ma sœur, partager des cadeaux de famille avec elle, ou dire à maman ce qui se passait pendant les visites. Si je discutais, grand-mère me serrait le poignet ou m'emmenait quelque part où personne ne pouvait l'entendre. Sa voix s'est brisée, mais elle a continué. Elle m'a giflé 2 fois avant le dîner de l'église. Ensuite, elle me prenait dans ses bras, m'achetait des choses et m'obligeait à m'excuser pour lui avoir fait perdre le contrôle. La juge Park a demandé, « Pourquoi n'as-tu rien dit à tes parents ?» Grand-mère disait que maman ne me laisserait plus la voir et que tout le monde accuserait Nia d'avoir brisé la famille. Je pensais qu'en me taisant, je pourrais les garder toutes les deux. Elle a finalement levé les yeux. Ce n'est pas Nia qui a poussé grand-mère à me frapper. C'est après l'arrivée de Nia que j'ai commencé à remarquer à quel point j'avais peur dès que grand-mère devenait silencieuse. Vera s'est reculée de la table. Ce sont les mots de ma reine, Élise. Tu n'as jamais parlé comme ça avant. Le ton de la juge Park s'est durci. Madame Langford, vous resterez silencieuse pendant qu'Élise parle. Vera s'est rassise, mais elle n'a pas quitté ma fille des yeux. La juge Park a reporté son attention sur Élise. Parle-moi de la chaussette de Noël. Élise a dégluti. Je savais que grand-mère voulait que je la garde. Elle avait déjà mis Nia à l'écart, et tout le monde pouvait le voir. Je savais qu'elle serait en colère si je la donnais. T'attendais-tu à ce qu'elle te frappe? Je ne savais pas ce qu'elle ferait. Je savais juste qu'il y aurait quelque chose plus tard. Pourquoi l'as-tu fait glisser sur la table? Élise a regardé vers le siège vide où Nia aurait été assise si elle était entrée dans la salle d'audience.
Parce que je ne voulais pas que grand-mère se serve d'un cadeau pour décider de qui était ma sœur. La réponse était suffisamment simple pour n'appartenir qu'à elle. La juge Park a demandé si Élise souhaitait continuer à voir Vera. Le visage d'Élise s'est crispé. Je pouvais voir les bons souvenirs le traverser en même temps que la peur. Les jours de pâtisserie, les bricolages de Noël, les déjeuners où rien n'allait de travers. Une grand-mère qu'elle avait aimée avant de comprendre le prix à payer pour que cet amour reste paisible. Je l'aime toujours, a dit Élise. Je ne me sens juste pas en sécurité avec elle. Vera a baissé les yeux pour la première fois. La juge Park lui a posé une dernière question, comprenez-vous pourquoi Élise a peur de vous? Ma mère a relevé la tête. Seulement parce que sa mère lui a appris à l'être. Son avocat a fermé les yeux. La juge Park a pris une note sur le dossier. Le tribunal va suspendre l'audience et rendra sa décision ensuite. Aucune des parties n'est autorisée à approcher ou à communiquer avec la mineure pendant la pause. Dans le couloir, Nia s'est levée de sa chaise à côté de Simone dès qu'elle nous a vus. Elle n'a pas demandé ce que la juge allait décider. Elle a marché droit vers Élise et lui a pris la main. Tu l'as dit, a chuchoté Nia. Et tu n'as pas dit pardon après. À travers la vitre du tribunal, Vera observait toujours Élise, comme si elle attendait les excuses qui avaient toujours suivi. Élise l'a vue. Cette fois, ma fille n'a pas baissé la tête. Lorsque nous sommes retournés dans la salle d'audience, la chaise de Vera était tournée de biais. Son avocat lui parlait à voix basse, mais elle gardait la mâchoire serrée et fixait le bureau de la juge. Élise s'est rassise à côté de Priya. Nathan et moi avons repris nos places derrière elle, assez près pour qu'elle puisse nous atteindre sans avoir à se retourner. La juge Park a déclaré que le tribunal n'avait pas à décider si Vera approuvait ou non le placement en famille d'accueil, mais s'il devait déterminer si son comportement et son déni persistant créaient un risque de préjudice supplémentaire. Les preuves, a-t-elle souligné, montraient l'existence de punitions physiques, d'un climat de secret et d'un schéma comportemental que Vera considérait toujours comme justifié. Elle a prononcé une ordonnance de protection à long terme couvrant Élise et moi. Nia a été incluse en tant que membre protégé du foyer, car tout contact avec elle aurait pu être utilisé pour faire pression ou harceler l'un des enfants. Il était interdit à Vera de contacter les filles, directement ou indirectement. Elle ne pouvait envoyer ni cadeaux, ni lettres, ni messages par l'intermédiaire de proches, de membres de l'église ou d'amis. Elle devait se tenir à l'écart de notre domicile, des deux écoles et de toute activité à laquelle elle savait que les filles participeraient. L'ordonnance ne tranchait pas l'enquête distincte concernant la gifle, et la juge Park a clairement précisé qu'aucune condamnation pénale n'était prononcée ce jour-là. Vera a écouté sans pleurer. Elle n'a pas supplié Élise de lui pardonner, et elle n'a pas fait semblant d'avoir enfin compris. Sa colère est restée contenue jusqu'à ce que la juge Park finisse d'expliquer l'ordonnance. Donc, une grand-mère peut perdre sa famille parce qu'une enfant change sa version des faits, a-t-elle demandé. Son avocat lui a touché le bras, mais Vera s'est dégagée. La juge Park l'a regardé calmement. Vous perdez votre droit de visite parce que vous avez frappé un enfant, dissimulé des incidents antérieurs derrière le secret, et parce que vous croyez toujours que la peur de cet enfant est l'invention de quelqu'un d'autre. Vera s'est tournée vers moi. La fureur sur son visage était alors plus silencieuse qu'un cri, et beaucoup plus familière. C'était l'expression qu'elle prenait chaque fois que je refusais de me corriger assez vite. Tu as voulu ça, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. L'huissier s'est interposé entre nos tables et lui a rappelé que l'ordonnance prenait effet immédiatement. À l'extérieur de la salle d'audience, Nia s'est levée en nous voyant. Elle a scruté le visage d'Élise avant de me regarder. Elle peut venir à la maison. Non, ai-je répondu. Elle peut envoyer des trucs. Non. Nia a hoché la tête, mais elle n'a pas souri. Élise s'est appuyée contre Nathan et s'est mise à pleurer. Son chagrin est venu si soudainement qu'une femme passant dans le couloir a jeté un regard dans notre direction. Élise a couvert son visage de ses deux mains. Je n'arrête pas de penser au biscuit, a-t-elle dit. Nathan s'est accroupi à côté d'elle. Quel biscuit? Ceux au citron que grand-mère faisait à chaque Pâques. Elle me laissait appuyer la fourchette sur le dessus parce qu'elle disait que les miens étaient plus beaux que les siens. Pendant 3 semaines, Élise avait décrit des marques de poignets, des excuses secrètes et des gifles. Maintenant que l'ordonnance était définitive, le souvenir qui la brisait était celui de la farine sur un comptoir de cuisine. Je me suis assise à côté d'elle sur le banc du couloir. Ces jours-là ont aussi existé. Elle s'est essuyé le visage.
Est-ce que ça veut dire que je suis stupide si ces moments me manquent? Non. Le fait qu'une bonne chose te manque ne rend pas les choses nuisibles moins réelles. L'ordonnance ne t'oblige pas à effacer chaque souvenir avant de mériter d'être protégé. Nia s'est assise de l'autre côté d'Élise. Est-ce que je peux détester ce qu'elle a fait et me souvenir d'elle quand même, a-t-elle demandé. Élise a baissé les mains. Je crois que les deux peuvent être vrais. Nous avons quitté le palais de justice sans célébration. Nathan a ramené Élise à la maison pendant que j'emmenais Nia retrouver Simone dans les bureaux de l'agence. L'évaluation de sécurité était toujours ouverte, et j'avais bien compris que la décision du tribunal ne rétablissait pas automatiquement la date de l'adoption. Simone a examiné l'ordonnance et les nouvelles restrictions pour l'école, puis a confirmé que l'agence n'avait aucune inquiétude actuelle quant à la possibilité que Vera atteigne l'une des filles via mon foyer. Le soulagement m'a envahi lentement. Les décisions les plus importantes de nos vies n'arrêtaient pas d'être prises dans des pièces ordinaires, sous la lumière crue des néons. Les appels familiaux ont commencé ce soir-là. Rebecca a affirmé que j'avais enlevé une grand-mère à 2 filles qu'il aimait toujours. Un oncle m'a dit que les ordonnances d'éloignement étaient faites pour les étrangers dangereux, pas pour les membres de la famille qui avaient fait des erreurs. Quelqu'un d'autre a ajouté que Nia grandirait en portant la culpabilité de savoir que la famille s'était déchirée à cause d'elle. J'ai cessé d'essayer de les convaincre. Je n'ai pas enlevé son droit de visite à Vera, ai-je dit à Rebecca. Elle l'a perdu par son propre comportement. Tu aurais pu régler ça en privé. Elle comptait sur ce côté privé. Rebecca n'a rien eu à répondre à cela. Le conseil de l'église m'a contacté 2 jours plus tard. Chaque adulte ayant été témoin du dîner avait reçu l'ordre de soumettre un compte-rendu écrit. Vera a été retirée de toutes les activités pour enfants et de tout rôle impliquant une supervision, la remise de cadeaux ou le soutien aux familles. Le pasteur m'a dit que l'église mettait en place une procédure écrite de signalement des incidents, car trop de gens étaient restés figés à attendre que quelqu'un d'autre agisse. Je ne leur ai pas demandé de faire honte à Vera publiquement. Il n'y a eu aucune annonce en chair, ni de campagne sur les réseaux sociaux. J'ai seulement demandé qu'aucun autre enfant ne soit plus jamais laissé dans l'attente pendant que des adultes respectés protègent la réputation de la personne qui leur a fait du mal. Le 12 janvier, la date qui avait autrefois été entourée pour l'adoption de Nia, nous avons dîné à la maison. Le tribunal n'avait pas encore rétabli l'audience et personne n'a fait semblant que c'était un jour ordinaire. Nia a retourné le calendrier papier face contre table. Peut-être qu'ils ont changé d'avis, a-t-elle dit. La requête était déjà approuvée avant le dîner de Noël, lui ai-je rappelé. L'agence avait juste besoin de s'assurer que le plan de protection fonctionnait. Ça ne veut pas dire que le juge est obligé de me choisir. Un juge ne choisit pas entre des enfants. Le tribunal vérifie juste que toutes les démarches légales sont terminées. Elle a hoché la tête, mais la peur n'a pas disparu simplement parce que j'avais correctement expliqué la procédure. Le lendemain après-midi, une enveloppe est apparue dans notre boîte aux lettres. Mon nom y était inscrit de l'écriture de Vera. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu la petite boucle à la fin de chaque « M » majuscule. Je ne l'ai pas ouverte. J'ai photographié l'enveloppe à l'endroit où je l'avais trouvée, j'ai noté la date, et je l'ai glissée dans une pochette transparente sans briser le sceau. Mon avocate m'a ordonné de la lui apporter à son bureau et de la signaler comme une potentielle violation de l'ordonnance de non-contact. Aucune police n'est venue arrêter Vera cet après-midi-là, la lettre est entrée dans une procédure distincte, exactement comme la juge l'avait annoncé. Élise m'a demandé si je voulais savoir ce que Vera avait écrit. Oui, ai-je répondu. Mais vouloir le savoir ne rend pas l'ouverture de la lettre surroussage. Et si elle s'excusait? Des excuses envoyées en brisant une limite ne réparent pas la limite. Cette nuit-là, j'ai réalisé à quel point ma mère avait souvent changé la forme de son contrôle tout en gardant son objectif intact. Une gifle pouvait devenir un cadeau. Une menace pouvait se transformer en inquiétude. Un message interdit pouvait arriver dans une enveloppe soignée. Je n'avais plus à accepter un acte nuisible simplement parce qu'il était présenté avec douceur. 2 jours plus tard, Simone a appelé pendant que les filles travaillaient sur la maison miniature à la table à manger. Elle a confirmé que l'agence avait terminé l'évaluation de sécurité. Puisque la requête, les ordonnances relatives aux droits parentaux et le placement en vue d'adoption avaient tous été validés avant l'incident, le greffier avait remis la finalisation au calendrier pour le 27 janvier. Nia a levé la tête quand j'ai raccroché. Ça veut dire que plus personne ne peut m'envoyer ailleurs. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai pris sa main. Ça veut dire que la loi rattrape enfin ce que nous avions déjà choisi.
Le 27 janvier 2027, Nia se tenait devant la salle d'audience d'adoption avec 2 chaussettes dépareillées. Je l'ai remarqué pendant que nous attendions que le greffier appelle notre dossier, une chaussette avait des étoiles jaunes, l'autre des rayures bleues. Des mois plus tôt, je lui aurais peut-être demandé de se changer pour que les photos soient parfaites. Ce matin-là, je me suis contenté de sourire. Tu sais qu'elles ne vont pas ensemble, a fait remarquer Élise. Nia a baissé les yeux, comme surprise. Elles me vont toutes les deux. Nathan était là. Il n'y avait aucun témoin de l'église, aucune pièce à conviction pour ordonnance restrictive, et aucun adulte se disputant sur ce qu'Élise avait voulu dire. C'était une audience distincte, pour une question distincte. Les démarches légales avaient commencé bien avant le dîner de Noël. Les parents de Nia n'étaient plus là, la recherche de proches, l'approbation du placement et la requête d'adoption avaient déjà été finalisées. Les actions de Vera avaient retardé l'audience finale pendant que l'agence confirmait notre plan de sécurité, mais elle n'avait pas créé l'avenir de Nia, et elle n'avait pas le pouvoir d'en décider. Quand le greffier a ouvert la porte, Nia a cherché ma main. Sa paume était moite. Et si je dis un truc de travers, a-t-elle chuchoté. Il n'y a pas de mauvaise réponse aujourd'hui. Et si je change d'avis sur mon nom quand je serai plus grande? Alors nous en parlerons quand tu seras plus grande. Elle a réfléchi à cela, puis a pris la main d'Élise avec sa main libre. La juge d'adoption a salué Nia en premier. Elle a expliqué que l'audience ferait de moi sa mère légale, mais qu'elle n'effacerait ni les personnes, ni les souvenirs, ni le nom qui lui appartenait avant d'entrer dans notre maison. Nia a écouté attentivement. Elle avait toujours eu plus confiance dans les règles quand les adultes expliquaient ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. La juge a regardé les documents. Je vois une demande de changement de nom. Comprends-tu quel nom a été proposé? Nia a hoché la tête. Nia Brox Holloway. Pourquoi as-tu choisi de garder Brox? Nia m'a jeté un regard avant de répondre. Je ne lui ai donné aucun signal, juste un sourire. Parce que c'était déjà à moi, a-t-elle dit. Je veux aussi Holloway, mais je ne veux pas qu'une nouvelle famille fasse disparaître la première partie de moi. La juge a hoché la tête. C'est une excellente raison. Élise, assise à côté de Nathan, tordait entre ses doigts l'une des pinces à cheveux dorés qu'elle avait portées au dîner de l'église. On ne lui a pas demandé si elle approuvait l'adoption, personne ne lui a fait porter cette responsabilité. La juge l'a simplement invitée à dire quelque chose si elle le souhaitait. Élise s'est levée lentement. Nia était déjà ma sœur avant aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut juste dire que les gens qui ont besoin de papier pourront le voir aussi. Nia lui a souri. Ça fait très phrase répétée devant le miroir. Pas du tout, a protesté Élise. Si, ça faisait répéter. La juge a ri doucement, et la tension dans la pièce s'est relâchée. Lorsqu'elle a signé l'ordonnance, tout le monde s'est tourné vers moi, comme si j'aurais dû savoir exactement ce que je devais ressentir. J'avais imaginé que le soulagement arriverait comme une porte qui s'ouvre. Au lieu de cela, j'ai ressenti le poids de chaque promesse ordinaire à venir, les matins d'école, les rendez-vous chez le médecin, les disputes à propos de vêtements empruntés, les nuits où Nia demanderait si une seule mauvaise journée pouvait encore tout lui faire perdre. Le papier ne créait pas ses responsabilités, il les rendait légalement visibles. La juge a demandé à Nia si elle comprenait que l'adoption était permanente. La voix de Nia s'est faite plus basse. Même si on se met en colère l'une contre l'autre? La juge a souri. Permanent ne veut pas dire que personne ne se met en colère. Ça veut dire que la relation ne disparaît pas parce que la colère fait son apparition. Nia m'a regardé. J'ai serré sa main et elle s'est blottie contre moi pendant que la juge finalisait l'ordonnance. J'ai signé mon nom sous le sien et, l'espace d'un instant, ma main a tremblé trop fort pour finir la dernière lettre. Après ça, nous n'avons pas loué de salle ni invité toutes les personnes qui nous avaient offert leur soutien. Nia avait déjà passé trop de temps dans sa vie à être observée par des adultes décidant de ce qui allait se passer ensuite. Elle voulait juste des sandwichs au fromage fondu, de la soupe à la tomate et un gâteau au chocolat du supermarché. Nous sommes rentrés à la maison. Nathan est resté dîner. Simone s'est jointe à nous juste assez longtemps pour manger une part de gâteau avant de repartir pour un autre rendez-vous. Élise a placé une pancarte en papier sur le dossier de la chaise de Nia, cette Nia Brox Holloway est officiellement toujours aussi agaçante. Nia a corrigé la ponctuation et a laissé la pancarte là. Plus tard, j'ai sorti la chaussette rouge de la boîte de rangement où j'avais gardé les papiers et les objets liés à l'affaire. Le tissu était plié et le prénom d'Élise, peint en or,
avait commencé à s'écailler. Devrait-on la jeter, ai-je demandé. Élise a touché le lettrage. Pas encore. Nia ne voulait pas l'accrocher dans sa chambre. Élise ne voulait pas la remettre sur la cheminée. Nous l'avons soigneusement pliée et rangée dans le meuble de bricolage, à côté de la maison miniature à l'ouverture tordue entre ses pièces. Ce n'était plus un cadeau, ce n'était pas encore devenu autre chose. Les mois qui ont suivi n'ont pas tracé une ligne droite vers la guérison. Élise a continué à voir Priya jusqu'à ce que son rôle prenne formellement fin, puis a commencé une thérapie avec un conseiller qui l'a aidé à séparer l'amour de l'obéissance. Nous avons participé à des séances familiales où Nia a appris qu'elle pouvait poser la même question plus d'une fois sans être punie pour avoir douté de la réponse. Elle demandait encore si j'avais oublié de noter un rendez-vous sur le calendrier du réfrigérateur, elle voulait savoir si d'autres plans risquaient de changer aussi, si Élise claquait une porte. Vera manquait à Élise à des moments inattendus. Pâques fut le plus difficile, à cause des biscuits au citron. Elle a pleuré quand elle a retrouvé la vieille fourchette qu'elles utilisaient pour presser des lignes dans la pâte. Nous ne lui avons pas dit que regretter Vera était un signe de déloyauté. Nous n'avons pas non plus transformé ce manque en raison pour lever la limite que nous avions fixée. À l'automne, les filles avaient déplacé les petits meubles de la maison d'Élise au moins 20 fois. Parfois, elles se disputaient pour savoir quelle pièce était la meilleure. Parfois, Nia laissait une pièce vide parce qu'elle aimait savoir que l'espace pouvait rester inutilisé sans lui être retiré. Le 24 décembre, près d'un an après le dîner de l'église, j'ai trouvé les deux filles assises sur le sol du salon avec la vieille chaussette rouge, un découseur et 2 nouveaux morceaux de tissu. Élise avait choisi un tissu bleu foncé orné de minuscules lunes. Nia avait sélectionné un tissu orange avec des fleurs roses, qui semblait déterminé à jurer avec toutes les autres couleurs de la pièce. Ça ne va pas du tout ensemble, a dit Élise. C'est pour ça que la mienne est mieux, a répondu Nia. Elles ont soigneusement retiré les points autour de l'ancien prénom d'Élise. Le tissu rouge s'est déchiré près d'un bord, alors elles ont découpé 2 petits écussons dans la partie encore utilisable. Élise a cousu l'un des écussons sur la chaussette de Nia. Ses poings penchaient dangereusement vers la gauche. Nia a fixé l'autre sur celle d'Élise, en utilisant un fil jaune qui n'était assorti à rien. J'ai proposé mon aide par 2 fois, les 2 fois, elles ont refusé. Quand les chaussettes furent terminées, aucune ne ressemblait à quelque chose que Vera aurait approuvé. L'une pendait plus bas parce que la tâche était inégale, l'autre tournait sur le côté chaque fois qu'on essayait de la redresser. Élise a écrit Nia Brox Holloway sur la chaussette orange avec un marqueur pour tissu noir. Nia a écrit Élise Holloway sur la chaussette bleue, en faisant un E final si grand qu'il touchait presque la couture. Tu as écrit mon prénom de travers, a dit Élise. Tu as coupé mon mur de travers. C'était il y a presque un an. Je retiens les choses. Elles ont porté les chaussettes jusqu'à la cheminée, ensemble. Je me tenais derrière elles, sachant que les ordonnances du tribunal et les papiers d'adoption avaient leur importance, mais qu'aucun d'eux ne donnait à Vera le dernier mot sur qui avait sa place dans notre foyer. Ma mère n'est pas apparue à la porte. Il n'y a pas eu d'excuse de dernière minute, ni de grands discours réparant des années de secret. Élise pouvait toujours la regretter, et Nia pouvait toujours avoir besoin d'être rassurée, sans que l'une ou l'autre de ces vérités ne rouvre les frontières que nous avions posées. Ce Noël-là, personne ne s'est tenu sous la cheminée pour décider quel enfant comptait. Les filles avaient écrit leur nom elles-mêmes.